Salut les geeks et salut les geekettes. Aujourd'hui, attention, oh là là, non, on n'aura pas de reportage, on aura la critique de eSport MMA, ça ce sera bien. Ensuite, on aura Oscillation, et ça, ce sera encore mieux. En troisième position, il y aura quand même, attendez que je me souvienne, ce sera Money Shot. Alors ça, Money Shot c'est top. Et puis tout de suite, c'est les news. C'est pas de la bouse, mais ça je l'avais déjà fait. Devinez qui est de retour? Crazy Taxi, la simulation de taxi complètement déjantée, revient sous forme dématérialisée le 24 novembre prochain. L'occasion pour l'un des plus grands hits de la Dreamcast de sévir sur console HD dans une version rehaussée graphiquement. Le tout sera disponible moyennant 8 € environ sur le PSN et 800 points Microsoft sur le Xbox Live. Voici le dernier trailer du nouveau jeu basé sur l'univers développé par Tolkien. La quête d'Aragorn devrait, comme son nom l'indique, permettre aux joueurs de revivre les plus grandes batailles du Seigneur des Anneaux, tout en parcourant les endroits clés de la Terre du Milieu comme la forêt de Fangorn ou encore les plaines du Rohan. Compatible avec le PS Move et jouable en coop, le jeu semble arborer une ambiance un peu plus légère et casual que les précédentes productions sur PS2 par exemple. Un choix susceptible de repousser les fans ayant apprécié l'atmosphère épique et parfois sombre de l'œuvre originale. Les fans de City Builder apprendront que Cities XL 2011 est désormais disponible sur PC. Sorti il y a quelques jours, la bande-annonce officielle du jeu nous permettait de constater les principales fonctionnalités mises en avant, comme la possibilité de connecter toutes les villes que le joueur a bâties et d'établir des lignes commerciales entre elles. En revanche, ce Cities XL ne bénéficie plus d'un mode multijoueur, l'expérience du mode planète du volet précédent ayant été plutôt malheureuse pour Monte Cristo le développeur. Toujours est-il qu'avec plus de 700 structures et bâtiments disponibles et un système économique qui semble tenir la route, Cities XL 2011 n'a pas vraiment à rougir face aux autres City Builders. Bonjour, je suis au regret de vous annoncer que GT5 ne sera pas disponible en Europe le 3 novembre 2010 comme annoncé. C'est sur ces mots laconiques que Sony a tout récemment communiqué l'énième et a priori ultime décalage de la sortie de sa simulation Star. Évidemment, de nombreux gloussements ont accompagné cette annonce, les sorties repoussées de GT5 constituant comme qui dirait l'une des signatures du jeu. Mais a priori, il devrait quand même sortir avant Duke Nukem Forever, avant Noël pour être précis. Et c'est tant mieux, parce qu'entre deux gloussements, une petite larme de dépit a bien sûr glissé sur nos joues de gamers fans de Gran Turismo. Excusez-moi, j'étais perdu. Sans plus attendre, on va retrouver quand même la critique d'un jeu. Alors attention, c'est quand même pas pour les petits enfants, pour les petites fillettes. C'est un petit peu un jeu où il y a des grosses brutes qui vont se mettre un petit peu sur la figure. C'est la réponse d'IA quelque part à la série UFC de THQ, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Alors bon, il y a des gens, ils s'aiment pas. Enfin, c'est pas qu'ils s'aiment pas, peut-être qu'ils s'aiment, mais en fait, ils sont obligés par contrat de dire du mal les uns des autres, de se foutre des grandes claques dans la face ou de faire des clés comme ça. Et en tout cas, bon, c'est un jeu qui assure. Alors tout de suite, on retrouve eSport MMA. Le Mixed Martial Arts, aussi appelé MMA ou encore combat libre dans la langue de Jérôme Le Banner, est une discipline sportive à part entière dans laquelle deux combattants s'affrontent aussi bien à l'aide de techniques de percussion que de préhension.
Comprenez par ces termes barbares que pour remporter la victoire, le combat libre autorise autant un uppercut dans la mâchoire qu'un bon German suplex des familles. Un peu comme dans le catch en fait, à la différence près que les principaux acteurs de ce spectacle ne sont pas là pour faire le show. D'ailleurs, c'est certainement cette authenticité dans la violence des combats qui permet au MMA d'attirer de plus en plus les foules et par extension l'industrie vidéoludique. En effet, après THQ et sa brillante série UFC Undisputed, c'est au tour du baron du sport virtuel, Electronic Arts, de nous proposer sa propre vision de la discipline avec EA Sports MMA. Développé par l'équipe expérimentée d'EA Tiburon, à qui l'on doit notamment la série Madden NFL, ce challenger suscite d'autant plus la curiosité que le géant américain n'avait pas cru il y a quelques années au potentiel commercial du Mixed Martial Arts, allant même jusqu'à repousser les avances du président de l'UFC. La sortie d'EA Sports MMA approchant à grands pas, il est maintenant l'heure de voir si ce manque de flair, qui aura coûté l'apport d'une prestigieuse licence, est compensé par un gameplay en béton armé. Okay, I'm not sure we won that round, and if I ain't sure, that means the judges ain't got a clue either. Avec EA Sports MMA, les initiés ne tarderont pas à remarquer que l'éditeur américain s'est clairement appuyé sur ses acquis. Il faut dire qu'il aurait été dommage de ne pas recycler le moteur graphique de Fight Night, tant celui-ci s'est montré capable de prouesses. Sans surprise, le titre bénéficie donc d'une réalisation assez solide, qui souffre à peine de la comparaison avec le flamboyant UFC 2010 Undisputed. L'animation, également saisissante de réalisme, pâtit en revanche d'une certaine pauvreté, si bien que les phases de clinch et au sol tendent à toutes se ressembler. Ici, toutes les étapes de transition semblent être dictées par une logique bien précise, ce qui rend les combats moins bestiaux que ce à quoi on pouvait s'attendre. Contrairement à THQ, qui au prix d'une certaine complexité était parvenu à retranscrire l'impression de lutte des phases de shop, EA Sports MMA s'avère assez automatisé et artificiel. Plutôt que le réalisme, EA fait donc le pari de l'accessibilité en proposant un système beaucoup plus simple à assimiler. Se sortir d'une étreinte, se relever après un takedown ou réussir une soumission, toutes ces actions se déclencheront via un des 4 boutons de façade et exigeront, pour seule subtilité, de veiller à sa jauge d'endurance. Un système pas bien technique donc, qui couplé à une gestion pour le moins obscure de la fatigue, se révélera en définitive assez bancal. L'autre trait de filiation évident entre EA Sports MMA et tous ses cousins sportifs concerne la place centrale réservée au stick droit dans la prise en main. Si cette particularité s'avérait plutôt naturelle dans Fight Night, elle demandera dans le cas présent un peu plus de pratique pour être vraiment agréable. La palette de coups étant bien plus riche dans le free fight, il faudra en permanence jongler avec les gâchettes pour exécuter low kick, high kick et autres liver blows. Les premiers pas dans EA Sports MMA seront donc loin d'être aisés, même s'ils ne constituent pas un obstacle insurmontable. Le vrai grand défaut d'EA Sports MMA, celui qui nous fait largement préférer UFC 2010 Undisputed, tient dans la qualité perfectible de son moteur physique. Entre des collisions imprécises qui rendent difficile l'art vital de la parade et de l'esquive, des coups qui manquent d'impact et une lourdeur abusive, vous comprendrez aisément que le titre se montre assez désagréable à jouer. Jamais des combattants nous auront paru aussi empruntés que dans la simulation d'Electronic Arts. Et le pire dans tout ça, c'est que cette espèce de mollesse qui nous accompagne sur le ring nous poursuit jusque dans l'interface et les chargements. En revanche, pour ce qui est du contenu, EA Sports MMA surprend agréablement. Malgré l'absence de licence Ultimate Fighting Championship, le titre ne se montre pas significativement inférieur à son concurrent. En effet, Electronic Arts n'étant pas coincé avec une exclusivité avec une quelconque organisation, il peut se permettre de proposer différentes règles de combat, mais également des affrontements sur des rings de boxe, comme à la belle époque du Pride FC. D'autre part, le partenariat signé avec Strikeforce, une fédération concurrente de l'UFC, permet à l'éditeur américain de proposer un environnement familier aux connaisseurs. Le duo Moro-Ranallo-Frank Shamrock assure par exemple les commentaires, tandis que Big John McCarthy prend le rôle de l'arbitre. Tout naturellement, la présence de grands noms se poursuit dans le casting, pour arriver à un total d'une bonne soixantaine de gaillards. Exclusivité oblige, la plupart des combattants sous contrat avec l'UFC manquent à l'appel. Mais s'il ne sera pas possible d'incarner Mirko Cro Cop, Minotauro Nogueira, Georges Saint-Pierre et tant d'autres, Electronic Arts est tout de même parvenu à s'associer à des pointures de la discipline pour proposer une opposition solide. On citera bien évidemment Fedor Emelianenko, notre maître à tous, mais aussi Randy Couture, Brett Rogers, Kung Lee, Alistair Overeem ou encore le légendaire retraité Bas Rutten. D'ailleurs, ce dernier ne se contente pas d'une simple apparition surprise dans le roster, puisque les développeurs lui ont confié la lourde tâche de nous servir de coach dans le mode carrière. Passage obligé dans tout jeu de sport, le mode carrière permet naturellement de créer son poulain de A à Z. Ah non, ça c'est ce à quoi on est en droit de s'attendre habituellement. Vous auriez aimé l'appeler Alex Pilot en témoignage de votre amour pour No Life? Impossible. Lui coller une bouche de travers pour effrayer votre adversaire? Oubliez. Que ce soit pour le nom ou l'apparence, dans EA Sports MMA, il faudra se contenter de listes prédéfinies dans lesquelles il va falloir piocher pour concevoir son lutteur. Ne comptez pas le rendre aussi beau que vous l'êtes si vous ne possédez pas la caméra de la Xbox 360 ou de la PS3.
Plus sérieusement, le déroulement du mode carrière est plutôt classique, mais se montre prenant et efficace avec une succession de combats qui vous fera gravir peu à peu les échelons jusqu'au combat final contre le champion d'une fédération concurrente. Entre chaque affrontement, vous bénéficierez de 8 semaines pour vous préparer et vous améliorer via de petits ateliers. L'argent accumulé lors des victoires permettra quant à lui de s'offrir des services de grands entraîneurs pour perfectionner certaines caractéristiques ou apprendre leurs bottes secrètes. Comme vous pouvez vous en douter, le mode carrière trouve une forme de continuité grâce au jeu en ligne, où l'on pourra par exemple s'échanger des combattants. Mieux encore, les développeurs tiennent à apporter une petite dimension communautaire à leur bébé. C'est pourquoi il sera possible de défier d'autres joueurs par des petites vidéos interposées avant de les affronter lors d'événements spéciaux organisés par EA. Cette fonctionnalité, connue sous le nom de Live Broadcast, permettra à tout le monde de suivre en direct ces matchs, puisqu'ils seront diffusés en streaming. Une idée plutôt chouette qui pourrait bien offrir un regain d'intérêt pour cette toute jeune licence. He records a submission win via the always flashing Kimura. Sortir une nouvelle licence et en faire la référence incontestée du genre, telle était l'ambition d'Electronic Arts avec EA Sports MMA. Particulièrement attendu par tout fan de Free Fight qui se respecte, le titre se révèle en réalité être une déception aussi grande que les espoirs placés en lui. Plus de 3 longues années de développement et l'avantage d'avoir pu analyser la concurrence n'auront pas suffi à EA Tiburon pour créer un jeu crédible en termes de réalisation et de sensations. Comme vous pouvez le voir, nous n'incriminerons pas la très bonne modélisation des combattants, mais plutôt tout ce qui touche de près ou de loin au moteur physique. Entre une animation qui gagne à être étoffée, une gestion des collisions approximative par moment et, sans mauvais jeu de mots, un manque de punch évident, il est difficile de retrouver la tension caractéristique des affrontements de combat libre. Dommage que le gameplay soit aussi déficient, car le titre était parvenu à proposer à notre grande surprise un contenu solide, malgré l'absence de la licence UFC. Zéro bouillon, zéro hérisson, oscillation. Zéro hérisson, il n'y aura pas Sonic, c'est Dofus, mais j'avais pas de rime en housse. C'est en juin 2010 que le MMORPG Dofus a effectué la transition finale entre la version 1.29 et la version 2.0 complètement remaniée. Avec cette transition, c'est aussi toute la bande-son de l'ancienne version qui risque de passer aux oubliettes. Pourtant, pour tous les joueurs fidèles, cette musique représente bien plus qu'un simple fond sonore. Écoutons aujourd'hui quelques extraits de cette musique de jeu composée par Guillaume Pladis. Avant l'instauration de l'île céleste Incarnam, c'est dans le village d'Astrub que les joueurs commençaient leur aventure. Et c'est le thème d'Astrub qui donne le ton pour tout le reste de la bande sonore du jeu. L'utilisation massive d'instruments à vent comme des flûtes ou des sifflets, de cordes comme les harpes et les violons, mais aussi de percussions traditionnelles souligne le caractère médiéval de Dofus. On retrouvera les mêmes moyens instrumentaux dans la majorité des morceaux du jeu. Le caractère musical restera ainsi toujours très authentique et s'accordera à merveille avec l'atmosphère naturelle de Dofus. Un très bon exemple en est la musique de l'île de Pandala, l'habitat des Pandawa, une classe faisant penser aux fameux animaux en voie de disparition. Encore une fois, c'est avec des instruments traditionnels que Guillaume Pladis va transcrire en musique la jungle et l'environnement sauvage de l'île. Le rythme très régulier et uniforme fait aussi penser à une danse d'invocation ou de trance. Notez aussi que le compositeur utilise le pan, un instrument originaire des Caraïbes et bien souvent associé aux environnements dominés par des palmiers, comme c'est le cas sur l'île de Pandala.
percussion joue un rôle très important dans la bande originale de Dofus. On peut ainsi entendre des rythmes plus ou moins complexes dans de nombreuses zones du jeu, comme par exemple dans les landes de Sidimoth. Notez ici que les lignes percussives et mélodiques du morceau évoluent à contre-temps, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas les mêmes temps forts. On a ainsi du mal à s'orienter musicalement et cela contribue à l'atmosphère glauque du lieu. C'est aussi dans les musiques de combat que Guillaume Pladis aime mettre l'accent sur la percussion, comme on peut par exemple l'entendre ici. Au début du combat, le thème reste très lent et assez tranquille. Mais cela va vite changer. Comme pour mettre la pression aux joueurs, au fur et à mesure que la bataille progresse, la musique devient progressivement plus rapide et agitée. Ensuite, elle monte d'un demi-ton de manière presque inaperçue. L'instrumentation aussi devient de plus en plus dense. Cette musique représente ainsi la fougue d'une bataille qui devient de plus en plus agitée et critique. Vers la fin du morceau, Guillaume Pladis fait redescendre la tonalité d'un demi-ton et ralentit le rythme. Ainsi, la musique colle parfaitement avec le début de la boucle. Le compositeur crée donc une boucle musicale intelligente. Pour les combats très faciles et rapides, la musique n'aura pas le temps de s'emballer. Dans les batailles longues, en revanche, elle va rythmer l'affrontement avec des instants de grand stress et de répit. La même méthode est aussi employée dans la musique de combat des landes de Sidimoth. Tout en restant fidèle à une charte d'instrumentation et de traitement musical très concrète, Guillaume Pladis réussit à créer pour Dofus un grand nombre de morceaux, toujours parfaitement en accord avec les environnements qui les accompagnent. Les joueurs qui n'ont pas coupé le son associent ainsi une musique concrète à chaque action dans le jeu, à chaque moment crucial et à chaque phase de développement de leur personnage. En entendant la musique, ils se remémorent les combats sur les plaines de Kanya ou encore les longues heures de métiers pratiqués dans les ateliers de Bonta. La musique dépasse ainsi vraiment son rôle de fond sonore et devient un atout du jeu à part entière. Pour terminer, voyons un exemple qui sort un peu du lot. Le thème de l'île de Noël. En dehors des instruments un peu plus modernes employés pour ce thème, il fait bien sûr aussi clairement référence à la chanson de Noël américaine Jingle Bells, avec toute sa mélancolie et sa bonne humeur. La musique s'accorde ainsi à merveille avec cette île enneigée qui n'était accessible qu'autour de Noël et où les drops étaient emballés comme de superbes cadeaux scintillants. Alors en fait, bon, on avait un rétroviseur, il était cassé, et on est allé au garage pour se le faire changer. Alors tout de suite, monichotte. Attends, ça change, je l'ai jamais fait ça encore. Pourquoi ils disent que je me renouvelle pas?
À chaque fois, c'est différent. Tous les jours, une nouvelle anecdote. C'est une idée, ça. J'ai lancé ma rubrique tous les jours une nouvelle anecdote. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Cette semaine, les films fantastiques à tendance horrifique sont à l'honneur avec Devil et My Soul to Take. The Night Chronicles est un projet lancé par M. Night Shyamalan qui a pour vocation de produire de petits films fantastiques dont les histoires proviennent de Shyamalan lui-même. Devil en est le premier film qui sera suivi de 12 Strangers et d'un troisième dont le titre n'a pas été révélé mais dont le personnage central sera un anti-héros initialement prévu pour être le bad guy dans une suite à Incassable. Devil suit le destin de 5 personnes lambda qui vivent leur vie simplement jusqu'au jour où ils monteront tous dans un ascenseur qui va malheureusement se bloquer de façon inexplicable. Étrangement, les personnes de l'extérieur n'arrivent pas à décoincer l'ascenseur qui semble protégé par une aura fantastique. Cette rencontre n'est bien entendu absolument pas fortuite, puisqu'une personne se trouvant dans l'ascenseur n'est pas celui qu'il ou elle semble être et serait le diable en personne. Bon, il faut reconnaître que le pitch n'est pas super fabuleux, mais la bande-annonce arrive à créer une petite ambiance pas déplaisante du tout. De plus, même si l'histoire vient de Shyamalan, il faut savoir que le film est écrit par Brian Nelson, qui n'est autre que le scénariste des très bons Hard Candy et 30 jours de nuit. Malheureusement, le film est réalisé par les frères Dodel, qui ne sont autres que les réalisateurs de En Quarantaine, le photocopiage US de Rec. Bien qu'ayant réussi à rembourser sa mise de départ, Devil s'est pris un gadin au box-office US. Et sans tête d'affiche, le film risque donc d'avoir droit à une sortie en catimini pour la France. L'aura de Shyamalan n'est donc plus du tout ce qu'elle était. Espérons qu'il se refasse une santé en tant que producteur parce qu'il faut reconnaître qu'en tant que réalisateur, ses 2 derniers essais étaient de vraies catastrophes. Devil sortira le 15 décembre. Hey, lady, you got a son in. Do I look like such a threat? Don't blame me. They got procedures. You hold that? Sorry. Thanks for your help. Don't mention it. This is not good. Why is elevator 6 in inspection mode? Oh, come on, man. What's happening? Nothing, just relax. What was that? You all right? You're bleeding. Oh my god. It feels like something bit me. Does anybody have anything sharp on them? They might have cut her. No. You mind if we search your pockets? Yes, I do mind. You mind if we search yours? What was that? Something's jamming it. It's stuck! Don't come near me, any of you. Back away from each other now! Who are you? Cela va faire 5 ans qu'on n'a pas vu Wes Craven à la réalisation. Il nous avait manqué, Papy Wes. Ouais, non, en fait pas vraiment, car en fait, il faut se souvenir que depuis Scream premier du nom, sa filmographie n'est pas franchement glorieuse. On peut penser ce qu'on veut du réalisateur de La Colline à des yeux, mais on ne peut pas lui enlever le talent qu'il a pour créer et imposer de nouveaux boogeyman dans le paysage du cinéma d'horreur. Car depuis les Leatherface, Michael Myers, Jason Voorhees et Freddy Krueger, rares sont les figures horrifiques à être restées dans les mémoires, à part le Ghostface et éventuellement le Creeper de Victor Salva. Avant son grand retour avec Scream 4, prévu pour 2011, Wes Craven tentera une nouvelle incursion dans le slasher, tout en créant un nouveau grand bad guy, le Reaper. Le Reaper était un serial killer dont la série de meurtres a été interrompue à cause de sa mort. 16 ans plus tard, le Reaper semble s'être réveillé d'entre les morts afin de tuer les adolescents qui sont nés le jour de sa mort, le 28 mai, soit le 28-5, qui était le titre original de My Soul to Take.
D'après la bande-annonce, le film fait penser à un croisement entre Scream pour le serial killer au couteau, mais avec une attitude un peu plus vénère, et Freddy pour le côté fantastique. My Soul to Take est un pari assez osé pour Wes Craven, car il revient à la réalisation après plus de 5 ans d'absence. C'est aussi le premier film qu'il réalise et écrit en même temps depuis Freddy 7 en 1995, et c'est la première incursion de Papy Craven dans le cinéma en relief. Malheureusement, le film n'a pas été tourné originellement en relief, et l'effet n'a été rajouté qu'en post-production. Pour continuer dans les points négatifs, la bande-annonce commence plutôt bien, mais s'enlise peu à peu dans les clichés du film d'horreur pour teenagers. Le PG-13 est copé par le film et le casting de petits minots de séries télé viennent malheureusement renforcer ce constat. De plus, le film n'a toujours pas de date de sortie pour la France, ça sent vraiment le roussi pour le nouveau Craven. Espérons que ça se passera un peu mieux avec Scream 4 et qu'il retrouve un peu la rage qu'il avait lors du premier épisode, sorti en 1997. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. My name is Adam Hellerman, but everyone calls me Bug. I live in Riverton, Massachusetts, a small town notable for fishing, tourism, and the Riverton Ripper. The Ripper was killed 16 years ago today, the very night that 7 of us here were born. Some say we share more than just a birthday. They found Jay Chan in the river this morning. He's dead. Pray for our souls, Bug. He's coming. Hello? There's been no clue as to who this killer might be. If he was evil enough, somebody you thought was dead come back alive? Souls live on. Do you think the Ripper came back to take his revenge? What if his soul went into one of the 7 kids who were born the night he died? Bug? Pray for our souls, Bug. But which one? Do you know who your father was? Take a look in the mirror, Bug. You killed people, Bug. Not that I can remember. You wanna mess with someone? Mess with me. Pour finir, voici la bande-annonce de 127 heures, le nouveau film de Danny Boyle qui retrace l'histoire vraie de Aaron Ralston qui resta bloqué dans un canyon pendant 127 heures. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. Hey, you lost? I'm a guide. What do you say? Well, the guidebook says that the route's through here, but I know a better way. All you have to remember is that everything will be okay. Oh my God! Aaron! Yeah! You liked him. I don't think we figured in his day at all. Hakuna
c'est vrai quand même, c'était aujourd'hui, j'ai particulièrement bien assuré, j'ai pas de honte à avoir. Donc mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, je vous envoie à tous mes plus gros bisous.